Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour l'analyse de Extreme Rules qui s'est déroulée dans la nuit du 4 au 5 mai, donc du dimanche au lundi, comme d'habitude. Ce fut un PPV assez décevant pour ma part, alors que beaucoup de gens, j'ai remarqué, l'ont aimé sur les réseaux sociaux. Pour moi, ce n'est pas que je l'ai détesté, c'est que je l'ai trouvé un petit peu en manque d'inspiration, en manque de qualité in-ring, et le début de show est pas assez bon pour moi, et ça s'est senti justement par la suite. Donc on va commencer tout de suite avec le match Triple Threat donc, qui s'est avéré être un Elimination Match. Ça a été précisé durant le dimanche même, donc dans la journée d'hier. Donc ce match opposait Rob Van Dam à Cesaro à Jack Swagger. Le début de match à 3 était très très bon, j'ai beaucoup aimé. Le problème, ce que je ne comprends pas avec ce match-là, c'est pourquoi par élimination. Comme je vous le rappelle, ce match était au départ censé être un match simple entre Jack Swagger et Cesaro. Et à la limite, s'ils le mettent en élimination, qu'ils éliminent Rob Van Dam. Alors, c'est la première chose que je me suis dit, éliminer Rob Van Dam pour laisser vraiment la vraie rivalité s'installer, vu que Rob Van Dam s'est intégré à cette feud durant les 2 dernières semaines à tout casser. Et je me suis dit, pourquoi le mettre alors en finale contre Cesaro? Le match élimination sert à rien. Ils ont mis une stipulation pour mettre une stipulation parce que c'était Extreme Rules. Mais alors dans ce cas-là, il y avait plein d'autres choses à mettre. Je sais pas, un First Blood ou par élimination même si vous voulez. Mais au moins quelque chose en plus, même à Last Man Standing. Et à 3, ça s'est jamais vu. Le premier qui est décompté à 10 se fait éliminer. Voilà, pourquoi pas. Mais un match élimination simple, moi ça ne m'allait pas, tout simplement parce que je m'attendais à ce qu'il y ait Swagger, Cesaro, et je m'attendais à ce que cette stipulation ajoute un plus. Et à part un petit peu de temps de match en plus, ça n'a rien amené du tout. Et le fait qu'on ait vu Cesaro Rob Van Dam encore une fois, il y a rien de plus. Il y a vraiment rien eu de plus. Mis à part que Cesaro impressionne toujours, d'accord, mais il n'y a rien de plus. De la part de Rob Van Dam, on n'a pas eu grand chose. J'ai juste apprécié le 5-star Frog Splash sur Swagger à son élimination, mais par la suite, pour moi, j'ai trouvé ça assez fade. Pourtant, Rob Van Dam et Cesaro, c'est quand même deux lutteurs, même si Rob Van Dam est un petit peu plus sur la vieillesse, on va dire. Ce sont de très très bons lutteurs et je m'attendais à plus. C'est pourquoi j'ai mis la note de 7,5. Ça va aller très très vite, hein. On est déjà à 2 minutes 50 et j'en suis déjà au deuxième match. J'ai pas parlé du pré-show, El Torito a gagné mais je ne l'ai pas regardé. Mes pronostics se sont avérés justes quant à la mini-table qui se casse. Je vais le regarder juste après. Le match a duré pile plus de 10 minutes, donc voilà, ça me rassure un petit peu. Mais El Torito qui gagne, c'était logique à mon sens, parce que c'était le pré-show. Mais voilà, j'ai pas grand chose à dire, je peux pas faire de commentaires parce que j'ai pas vu le match. Le prochain match était un handicap match, et je ne sais pas pourquoi j'ai le sourire, c'est peut-être un sourire de nervosité, mais entre Alexander Rousseff et Ron Killings, Artruth et Xavier Woods. Un match handicap, ok, mais pour que ça dure 3 minutes, non, c'était n'importe quoi, vraiment, à quoi sert ce match? Il y a plusieurs choses qui m'énervent. Premièrement, un match handicap, à quoi ça sert lorsque de toute façon c'est du 1 contre 1 sur le ring? C'est un gauntlet match pour moi, c'est pas un handicap match. J'ai trouvé ça vraiment dommage parce qu'à aucun moment, je crois, les deux lutteurs black se sont retrouvés face à Alexander Rousseff, les deux debout sur le ring. Aucune domination de la part des lutteurs en surnombre. Donc, ouais, la stipulation, encore une fois, ne sert à rien, à part pour mettre une stipulation. Le but, c'était de mettre over Alexander Rousseff, mais alors pourquoi l'avoir fait, s'être fait dominer, si on veut bien, durant les 2 derniers shows de Raw et SmackDown, si c'est pour en arriver là? Encore une fois, une stipulation qui sert à rien, une stipulation qui ne mène à rien. Et en plus, qu'est-ce qu'on connaît de plus sur Alexander Rousseff après ce match? Moi, j'attendais à ce qu'un match se développe un peu plus sur la durée, pas un squash match justement, vu que c'était un match handicap. Pourquoi le faire passer en squash match? Je me suis dit que c'était vraiment l'occasion de montrer plus pour Alexander Rousseff que tabasser des gens et finir le match avec un Rousseff clash, ou je ne sais pas comment vous appelez cette soumission. Mais ouais, non, là, il y avait rien du tout. Il a fait exactement les mêmes prises qu'on voit d'habitude. Il a fait son Rousseff Clash machin sur Artruth et Xavier Woods est resté en dehors du ring. C'est vraiment dommage d'en arriver là et je mets 5 sur 10, mais ça le vaut pas. Ça le vaut pas. Pour un match comme ça le vaut pas. Je suis désolé. Il y a des lutteurs talentueux, dont 2 de la nouvelle génération, et un vétéran qui est quand même très très doué.
Et on n'a pas vu grand chose de spécial. Certes, Rousseff s'est fait dominer une ou deux fois, mais ça n'a pas duré plus de 15 secondes. Donc ouais, vraiment, ça, pour moi, ce match ne sert strictement à rien. Et je pense comprendre pourquoi ils ont mis un match comme ça. Par rapport à la suite, j'expliquerai plus tard. Ensuite, on a eu un match de championnat intercontinental, justement, Biggie défendait son titre face à Bad News Barrett. Donc un match un petit peu meilleur. Oui, de toute façon, avec les deux lutteurs que c'était, on pouvait pas avoir un match mauvais, c'était tout à fait normal. Le problème, c'est qu'avec deux matchs comme ça, même si le premier était quand même plus ou moins bon dans la normale, même si on s'attendait peut-être un petit peu plus de la part de ces lutteurs, ça restait un match bon, le tout premier, le triple threat match. Et j'ai quand même été un petit peu endormi par le deuxième. J'ai été un petit peu déçu par le premier, totalement endormi par le deuxième, et le début du match de championnat intercontinental, je ne l'ai même pas regardé en fait. J'étais totalement ailleurs, et même, je crois, pendant ce match-là, le début, j'ai regardé les résultats du pré-show, donc c'est vous dire à quel point j'étais totalement ailleurs, et ça m'a déçu, vraiment. Sinon, qu'est-ce qu'on peut dire de plus sur ce match? C'était un match classique, encore une fois, d'où ma note 7,5 sur 10. Mais encore une fois, je m'attendais un peu à plus de la part de ces deux lutteurs qui restent aussi très bons et un très bon gabarit aussi. Je m'attendais à ce que ce soit plus bourrin, donc hors la fin de match avec le Big Ending loupé, plus le Boulhammer loupé et le Boulhammer réussi finalement, une prise dévastatrice, c'est incroyable. Mais ça n'a pas été assez bourrin pour pour ce que proposent les deux lutteurs niveau gabarit. Voilà, j'ai encore une fois été un petit peu déçu. Mais déçu parce que je suis exigeant par rapport à WrestleMania. J'ai donné une note de 9,1 sur 10. Il y a le Royal Rumble qui a eu 8,8 sur 10. Entre, il y a eu l'Elimination Chamber pardon, qui a eu 7 sur 10. Donc je m'attendais à... On a eu 3 PPV dont 2 qui ont vraiment survolé pour moi, qui sont le Royal Rumble et WrestleMania. Je m'attendais vraiment à avoir quelque chose de digne de ces PPV là, pour continuer la lignée si on veut bien. Et on était dans le bon mais pas dans le très bon, donc j'ai été déçu, d'où mes notes peut-être un petit peu plus sévères. Donc on passe ensuite au prochain match, le Shield contre Evolution, et là, pourquoi le mettre en milieu de match, en milieu de show, pardon. C'est la première impression que j'ai eue. Une autre petite déception, c'est quand j'ai vu que ça débutait sur une sorte de tornado match, tag team match, mais la cloche n'avait pas sonné, donc c'est revenu en normal tag team match. Voilà, encore une fois, ça m'a un petit peu saoulé. Mais par la suite, ça s'est avéré très bon. Et merci de l'avoir mis en milieu de show, en milieu de carte. Parce que après la catastrophe du début, voilà, catastrophe entre guillemets, je suis sévère. Mais comme je vous l'ai dit, je m'attendais à plus. Et c'était bon sans avoir de trucs incroyables. Et là, justement, on arrive à un truc bien. Le problème, c'est que ça s'est séparé en deux moitiés, ce match-là. On a eu la première moitié, qui est le type, le schéma type que je déteste à la WWE. Beaucoup de gens aiment, moi je ne peux pas voir ça. Vous avez une équipe contre une autre. Il y a deux lutteurs sur le ring, il y en a un qui se fait dominer tout le long, et l'autre qui le domine et qui fait le tag avec ses autres coéquipiers. Ce lutteur qui est là et qui se fait dominer tout le long, arrête pas d'essayer de faire le tag à ses coéquipiers, mais n'arrive pas. C'est arrivé 2 fois en début de match. Une fois avec Seth Rollins et une fois avec Dean Ambrose. On peut donc en conclure que c'était pour mettre un petit peu Roman Reigns au-dessus des autres. Bref, mais je déteste voir ça. Ça a duré 3 plombes de voir « Oh, je vais aller faire le changement et j'arrive pas ». Voilà, je déteste et je me suis dit « Putain, on va sur quoi comme PPV ?» Donc ok, ouais, c'est pas du mauvais, c'est pas du tout du mauvais, c'est dans la moyenne. Pour moi, ça aurait 6,5 sur 10, donc 13 sur 20 si vous préférez. Pour ce PPV, si on continue sur cette lignée-là, c'est pas mauvais, mais c'est de loin pas ce qu'on a été habitué à avoir durant ces derniers mois. Après, ça a changé. Le match a complètement dégénéré, et c'est ça que j'ai apprécié. C'est ça qu'on voyait durant ces dernières semaines aussi, et je me suis dit, si ça dégénère pas, si c'est trop calme, c'est ridicule. Pourquoi avoir fait une guerre totale pour finir au PPV avec un match calme? C'était pas logique. Et finalement, enfin, je me suis dit, ça a enfin débouché sur quelque chose de concret, de complètement dégénératif, si on veut bien. Et vraiment, j'ai apprécié de voir Seth Rollins, Dean Ambrose, Triple H et Randy Orton se battre dans le public, avec Seth Rollins qui a fait exactement ce que j'ai demandé. Il s'est démarqué des autres en sautant depuis 3-4 mètres, comme dirait Philippe Chéreau. Il s'est peut-être un peu emballé,
Ouais, vraiment le voir, et c'était incroyable, même si on a de nouveau une sensation de domination de l'évolution avec une victoire du Shield, d'accord, c'est bien beau, mais le Shield, on l'a pas forcément senti comme une force suprême. Même quand ils étaient dans le public, à la fin, c'est le Shield qui a eu le dernier mot, mais pendant toute la séquence publique, spectateurs, si on veut bien, ça a été dominé par l'évolution. Et voilà, ça c'est encore un petit peu dommage. Ça a été un petit peu mal fignolé. Ça n'a pas été très bien équilibré par rapport au résultat. Bref, c'est un détail. Seth Rollins m'a impressionné. Dean Ambrose était un peu plus sur la retenue. Je ne l'ai pas trouvé fou comme d'habitude. Roman Reigns était déchaîné aussi. De toute façon, au niveau qualité in ring, le Shield restera toujours au top. Et je remercie vraiment ces trois gaillards d'être là. Et Evolution aussi, qui a fait un très bon match. Ça reste trois main eventers depuis très longtemps et qui sont bien établis et qui partiront jamais du main event. Je parle aussi pour Batista, qui ne m'a pas énervé durant ce match. C'est une grande première. De toute façon, il va se tirer, donc ça va nous faire un peu de place. Et oui, donc vraiment, j'ai apprécié ce match et la fin était beaucoup mieux que le début. Avec Roman Reigns qui fait un spear à Batista, le roi des spears, comme dirait encore une fois Philippe Chéreau. Et une victoire du Shield qui me fait très plaisir. À noter que c'est la première fois depuis que je fais mes vidéos pronostics, donc ça date du 19 mai 2013, ça fait bientôt un an que je fais tout juste au niveau de mes pronostics. Donc en même temps, ça prouve aussi que niveau suspense, on n'était pas au top, hein. Niveau in-ring, c'était du normal. Niveau suspense, c'était un petit peu plus bas. Et niveau what the fuck, ça fait une minute que je cherche mon nom, mais je ne sais plus ce que c'est. Shawn Michaels le disait toujours. Bref, c'était un petit peu plus en dessus. J'en parlerai pour le prochain match. Oui, c'est vraiment le match que j'ai le plus aimé au niveau what the fuck. C'est l'image que je retiendrai de ce match-là, de ce PPV-là. Enfin bref, sur ce match-là, je crois que j'ai mis 9,5 sur 10. Parce que, comme vous le savez sûrement maintenant, depuis que je fais des analyses, ça date de septembre 2013, je suis beaucoup plus touché par les bons côtés que les mauvais. Par exemple, là, je dis beaucoup de points négatifs, mais la note sera quand même assez élevée par rapport à ce que je dis. C'est parce que les points positifs ont plus d'impact sur moi que les points positifs ont plus d'impact sur moi que les points négatifs. Donc, si je regarde bien, encore une fois, j'ai mis 9,5 sur 10, ouais. Ouais, on peut aussi dire que Reigns se dégage d'un pedigree, c'est pas mal, et on aurait même pu croire qu'il se dégage d'un pedigree et d'un RKO, c'est pas arrivé. Et j'ai mis aussi qu'il y a eu enfin une triple powerbomb sur Batista. Il manque une victime avant que le Shield se sépare, c'est la triple powerbomb sur Triple H. Il y a intérêt à ce qu'elle arrive ce soir parce que sinon je vais péter les plombs. Ensuite, je viens de regarder mes notes. John Cena contre Bray Wyatt dans un Steel Cage match. Alors, juste par rapport à l'entrée de Cena, si personne n'a fait attention, mais je pense que tout le monde a fait attention à ce moment-là. Vous voyez souvent de quoi je parle. C'est que John Cena est allé vers les handicapés mentaux qui étaient dans le ringside, juste aux abords du ring, du côté, quand on va sur le ring du côté gauche. Et il a donné des affaires, je crois sa casquette à un homme handicapé et son t-shirt à une femme. Et lorsqu'il a donné la casquette à l'homme, l'handicapé était tout content et voulait lui faire high five. Sauf que John Cena s'est retourné, il lui a foutu un vent monumental. Je me suis dit, oh merde. Heureusement qu'il lui a donné sa casquette, sinon, waouh. C'était, ça m'a bien fait rire. C'est dégueulasse de rire de ça, mais voilà, moi ça m'a fait hurler de rire. Mais il en fallait bien parce qu'au début du show, je pleurais. Voilà, très bon match, je trouve, pour un Steel Cage. John Cena essaie de sortir à chaque fois. C'est peut-être un peu trop répétitif lorsqu'Eric Rowan et Luke Harper tentent d'intervenir. Le seul côté négatif aux interventions et aux tentatives d'évasion, si on veut bien, de John Cena, c'est que ça le fait passer de lâche, mais à contrario, si on veut bien, ça le fait passer comme super-héros parce qu'il arrive à surpasser tout. C'est vrai, peu importe ce qui arrive, John Cena gagne, et si à plusieurs reprises il n'y avait pas eu les membres de la famille Wyatt, ou alors la fin de match, j'en parlerai après, qui arrivait justement en fin de match, Cena aurait gagné depuis longtemps. Et en chose sur la gimmick, ouais, s'il n'y avait pas eu ça, Cena aurait gagné. Voilà, donc Cena, Superman, je déteste ça, et il faut vraiment du renouvellement dans sa gimmick, parce que ça devient vraiment lourd de chez lourd. Sauf que,
La fin de match, vous l'avez vu, c'est un gamin qui est venu distraire John Cena lorsqu'il voulait sortir de la cage avec une voix de Satan de malade. Donc le trafic, si on veut bien, la voix était trafiquée par rapport au micro de l'enfant et c'était juste incroyable comme il chantait, les yeux qu'il a, mon Dieu, c'est incroyable. Donc comme j'ai expliqué dans le Busted Open la semaine passée, c'est dingue parce que c'est un enfant membre dominant de la C-Nation qui coûte le match à John Cena. Donc ouais, ça me fait marrer. Est-ce que John Cena va passer un peu plus dur? Je pense pas, mais est-ce qu'il va passer un peu plus dur dans ses prises, dans son attitude? Ou alors est-ce qu'ils font vraiment passer le public en tant que heel, si on veut bien, qui s'est retourné contre Cena et qui le trahit maintenant? Ça pourrait vraiment, peu importe ce que c'est, ça pourrait vraiment amener un vent de fraîcheur pour John Cena. Parce que une rivalité avec le public, c'est tout nouveau, si on veut bien une rivalité. Voilà, et ça change que de toujours gagner des rivalités, battre les streaks de jeunes comme Bray Wyatt. Voilà, vraiment, franchement, ça me ferait plaisir de voir enfin quelque chose de différent pour John Cena. Voilà, que dire de plus? À la place du GOAT, je m'attendais à Sheamus, je sais pas pourquoi. J'avais lu dans les résultats du pré-show qu'il était en tant qu'analyste, si on veut bien. Et je m'attendais à Sheamus, parce que tout le monde parle d'un heel turn. Et je me suis dit, quitte à parler barbe, ben voilà, pourquoi pas Sheamus qui coûterait le match à John Cena. Ça a été un enfant, je préfère d'autant plus l'enfant, parce que Sheamus dans la Wyatt Family, ça le ferait juste pas. Je sais pas pourquoi j'ai pensé ça d'ailleurs. Et voilà, pas what the fuck, controverse. Voilà, la fin controversée, je l'ai enfin mon mot. Voilà, c'est ça que j'attendais. Et c'est cette image, parce qu'à chaque fois on a une image d'une controverse qui arrive dans un PPV. Par exemple, à contrario au Survivor Series, il n'y en a pas eu. Voilà, donc 2013. Et là, il y en a eu. C'était limite, parce qu'il n'y a pas eu beaucoup de controverses, mais il y a eu cet enfant-là, et c'est l'image que j'aurais de lui en train de chanter devant la tête de John Cena. Ouf, parce que ce match sauve un peu les meubles, je trouve. Et voilà, ça m'a fait plaisir, et un petit peu de controverse, ça fait pas de mal, même si j'en réclame beaucoup, je suis controverse-man. Avant de passer au prochain match, j'ai mis 9 sur 10 pour le match Steel Cage. Le prochain match est Paige contre Tamina. Donc là encore une fois déçu par rapport au temps qui a duré entre 6 et 7 minutes je crois. Quelques botches de Paige, un ou deux botches en tout je crois, un Paige et Tamina si je me souviens bien. Pour un match comme ça avec deux lutteuses hyper talentueuses comme ça, à leur niveau je m'attendais à un match qui durait un peu plus de 10 minutes. Voilà, déception, encore une fois, c'est pas grave. Je regarde, ouais, elle l'a fait le Scorpion Crosslock sur Tamina. Voilà, maintenant le prochain niveau c'est Beth Phoenix ou Karma. Et je citerai qu'il n'y a pas assez de harne chez Paige. Encore une fois, on dirait qu'elle est sur la retenue, qu'elle est stressée. Allez, il faut qu'on y aille. C'est une lutteuse qui doit s'établir maintenant sur la progression, sur la durée. Elle doit vraiment construire son personnage hors NXT. Et je pense vraiment que maintenant, il faut qu'elle mette un petit peu plus de harne comme elle l'était à NXT. Là, il lui manquait quelque chose. Voilà, mais c'est toujours ma lutteuse préférée à l'heure actuelle. Et la lutteuse la plus belle. Et j'ai mis 8 sur 10 pour ce match. Parce que pour un match Diva, franchement, quand on regarde 2 ans en arrière avec des Kelly Kelly, le niveau a bien su se relever. Merci AJ Lee. Et enfin, pour terminer, le match Daniel Bryan contre Kane pour le titre poids lourd de la WWE. Un match très bon, c'est le match que je trouverais... Ouais, j'arriverai pas à trouver un défaut, mis à part qu'il n'y a pas eu de controverse. Le match était bon du début à la fin. Et c'est avec peut-être le match de Diva aussi, même s'il y a eu quelques botches. C'est le seul match qu'on peut dire ça de la soirée. Même le Shield contre Evolution, qui aura la meilleure note, parce qu'à ce match-là, j'ai mis 9 sur 10. Même le meilleur match de la soirée, à mes yeux, n'a pas été constant dans l'efficacité. Là, oui, je mets un petit peu moins parce que c'est le main event et que la controverse n'a pas été présente, à part peut-être niveau impressionnant par rapport à la table qui est en feu en fin de match. Il n'y a pas eu vraiment de controverse, donc c'est pour ça que je mets 9 sur 10 seulement, si on veut bien. C'est déjà une très bonne note. On peut mettre aussi dans les commentaires pour ce match-là, pas de Bribella, pas Stephanie McMahon, fade. Kane, monstre, et dans les promos, ils le font passer pour un monstre, encore pire qu'avant, donc c'est une très très bonne chose. Et j'ai mis une chose, ça sentait le mauvais booking. Ah oui, oui, bah voilà, c'est ce que je voulais vous dire en début de show. Pourquoi le match à handicap alors, même s'il dure pas vraiment long, c'est que, bon Dieu, on nous a bouffé 8 minutes de PPV
Au bout de la première heure, donc il devait être 3h, 3h15, on avait déjà la moitié, non, il devait être 3h. On avait déjà la moitié des matchs qui étaient faits sont contre le pré-show. Et je crois qu'il y avait déjà les entrées qui étaient faites pour le match Evolution contre Shield. J'étais là 2 heures pour faire un match des divas et 3 matchs qui étaient considérés comme le PPV, le main event du PPV, pardon. Je me suis dit, mais il faut jamais faire 2 heures comme ça. Pas possible. Quand je vois que le match Evolution contre Shield a duré, entre guillemets, que 19 minutes, voilà, je me suis dit, oh là là, ça va pas le faire. Il reste 3 matchs, il reste 1h30, même plus à booker. Je me suis dit, c'est horrible. C'est pour ça que j'ai mis, ça sentait le mauvais booking. Je sais même pas pourquoi je l'ai mis dans ce match-là. Ça n'a rien influencé dans la note. Et j'ai pas mis 9, j'ai mis 8,5. Je m'excuse. Sinon, la table en feu, ça me rappelle Edge contre Mick Foley, WrestleMania 22, je crois. Sauf que Kane a uniquement été le seul à traverser la table, c'est bien. Ils auraient pu mettre la table en feu un peu plus longtemps, je sais pas si c'était possible. Je pense que quelqu'un devait la traverser assez rapidement. Mais je trouve que ça arrivait trop vite. Il l'a mis en feu, il a voulu mettre Daniel Bryan l'a poussé avec les cordes et il est tombé. Donc voilà. Je m'attendais peut-être à un truc un peu plus spectaculaire, mais voilà, je vais pas me plaindre. C'est pour un show PG, voilà, une table en feu, quelqu'un qui passe à travers. Vous imaginez si des enfants essaient de reproduire ça, c'est catastrophique. Voilà, donc j'ai mis 8,5 pour la table en feu. Et 55 points divisé par 7 matchs, vu que je ne compte pas le pré-shop, ça fait 7,85 et quelques, donc 7,9. C'est ce que je disais, par rapport à ce que j'ai dit durant tout le PPV, enfin, durant toute mon analyse, ça m'a pas vraiment beaucoup plu. C'était pas mauvais, c'était bon, mais sans plus. Voilà, 7,9, c'est quand même très bon. Si je regarde, je vous mettrai en fait la liste des notes depuis que j'ai commencé à faire les analyses, depuis Night of Champions 2013. Je crois qu'il se classe ce PPV se classe quand même dans la première moitié, mais très loin des 8,8 du Royal Rumble et des 9,1 de WrestleMania 30. Voilà, n'hésitez pas à dire ce que vous pensez de mon analyse. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ou non? Est-ce que vous avez des choses à ajouter? J'ai été assez endormi, je dois l'avouer que j'ai pas été vraiment tout le temps attentif. J'ai essayé d'être le plus attentif possible, mais il y a beaucoup de moments où j'ai été assez ennuyé durant ce PPV. Ça n'en reste pas un... Ouais, c'est toujours un bon show, un bon PPV, je ne change pas d'avis. Donc n'hésitez pas à ajouter des choses ou à juste me contredire ou me dire si vous êtes d'accord avec moi. Si vous avez aimé cette analyse, vous pouvez vous abonner à ma chaîne et mettre un pouce bleu sur cette vidéo. Et nous, on se retrouve demain pour le Busted Open, mercredi, ou alors soit demain, soit mercredi pour le Busted Open, soit mercredi, soit jeudi pour une vidéo annonce que j'avais déjà faite sur la page de French Community of Wrestling. Cette vidéo, je l'ai faite juste avant celle-ci. Donc, voyez, soyez attentifs à ce qui va se passer mercredi ou jeudi parce que je compte sur vous et j'ai besoin de vous. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo et à tout bientôt. Bye bye à tous.